Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette cinquième édition du Mois du Genre, qui est un festival universitaire consacré aux identités de genre et à l'émancipation. Je me présente très vite, je m'appelle David Niget, je suis chargé de mission égalité ici à l'Université d'Angers et je suis ravi de vous accueillir. Alors c'est une édition 2021, j'ai appris un nouveau mot, c'est une édition digitale, donc à la fois physique et digitale, avec un certain nombre d'événements en présence, par exemple les expositions. Je vous invite par exemple à aller voir Même Racine, Même Combat que j'ai vu hier à la bibliothèque universitaire à Belleveille, expo photo sur les collèges féministes. Et puis il y aura aussi à la fin du mois du théâtre en plein air avec le spectacle Entre moi qui aura lieu sur les trois campus en juin entre le 26 et le 29 mars. Donc voilà, des événements en vrai et en présence les unes et les uns des autres. Alors, outre le plaisir que nous avons à organiser cet événement, le mois du genre, à l'Université d'Angers, je voulais juste en vraiment deux phrases rappeler la nécessité sans doute de faire ce mois du genre dans un contexte où, vous le savez, les études de genre sont attaquées de toutes parts, classiquement, j'ai envie de dire, par les mouvements anti-genre, mais ça, on le sait depuis longtemps, mais aussi par tout un tas d'acteurs et politiques en particulier en ce moment. Et il nous semble que voilà, la science incarnée par l'université, puis la culture aussi, peuvent s'allier dans une forme de résistance commune contre un discours qui nous semble réductionniste et erroné, surtout sur les usages du concept de genre dans nos sociétés et ses effets politiques. Et rappeler vraiment que l'objectif des études de genre et des travaux sur le genre en général, c'est l'émancipation, bien sûr, et non pas l'enfermement dans des identités comme certains le prétendent. Ce préalable étant posé, j'ai le grand plaisir d'accueillir Clovis Maillet, qui est Jean-Fils, qui est professeur d'histoire et de théorie des arts à l'ESAD Talm à Angers. Donc l'ESAD, c'est l'école supérieure d'art et de design. Euh, je précise que l'ESAD est d'ailleurs un de nos partenaires récurrents dans le cadre du mois du genre et qu'on est très heureux de ce partenariat. Clovis Maillet présente un travail important et très novateur. Il s'agit d'un ouvrage qui s'intitule Les genres fluides de Jeanne d'Arc aux Saintes Trans, qui est paru en 2020 aux éditions Arquet. Euh, il va nous parler de ces genres fluides au Moyen Âge et montrer comment la transidentité n'est pas une idée ou une expérience neuve, mais bien présente dans les pratiques sociales médiévales. Et si j'osais, Clovis, pour lancer déjà un peu la discussion, et libre à vous de ne pas vous saisir de ce cadeau empoisonné et peut-être un peu cliché, je dirais que Jeanne d'Arc est une icône de l'extrême droite et de certains mouvements anti-genre, et paradoxalement la représentante historique, et peut-être la prophétesse ou la prophète de la transidentité. Il y a certainement quelque chose donc de subversif dans votre travail, mais j'anticipe déjà sur les questions ou commentaires qu'on pourra avoir tout à l'heure. Alors, je vous laisse sans plus attendre la parole, et puis je vous remercie encore très vivement pour votre participation au mois du genre. Merci beaucoup. Alors, je suis particulièrement émue de venir présenter cet ouvrage dans le cadre du mois du genre pour peut-être deux raisons principales, hein. Le fait que, effectivement, la présence et les activités du mois du genre et l'engagement de l'Université d'Angers dans les études de genre a été quelque chose qui a été très important, en fait, pour moi, en arrivant à Angers. Ça fait 4 ans que je suis venue pour y enseigner. Et, euh, et ça a été un accompagnement, une motivation, un soutien aussi très très fort. Et c'est pour ça que je suis aussi ravie que mon établissement, l'École supérieure d'art et de design, puisse s'associer avec le mois du genre et j'espère continuera à le faire. Et puis pour une deuxième raison, c'est que cet ouvrage que je vais vous présenter aujourd'hui, ça a été le fruit de plusieurs années de recherche, mes recherches postdoctorales. Et comme vous pouvez l'imaginer, quand on passe plusieurs années à travailler, à attendre, à ébaucher un manuscrit, effectivement, on espère pouvoir présenter ce livre à tout le monde. Et le livre est sorti à la rentrée dernière, donc dans une situation où il était forcément beaucoup plus difficile d'avoir des échanges, des discussions autour de cet ouvrage qui m'a occupée pendant de nombreuses années.
Donc c'est vraiment avec un immense plaisir que je vous le présente aujourd'hui et je serai ravie de répondre effectivement à toutes les questions. Je vais vous présenter donc un travail d'histoire et de médiévistes. Je suis bien conscient que sans doute pas que des médiévistes ou même pas beaucoup de médiévistes, je ne sais pas, dans la salle. Donc n'hésitez pas aussi à m'interrompre s'il y a des concepts, des points de vocabulaire qui sont trop techniques et dont je ne me rends pas compte. Donc, en effet, je vais commencer par vous lire deux petites citations. La première, si la femme veut servir hautement Dieu, elle doit cesser d'être femme et se faire homme, parce que tout ce qui est parfait advient dans l'homme. C'est une phrase de Jérôme de Stridon qui a traduit la Bible en latin au 5e siècle. Et une autre citation, « Simon-Pierre leur dit que Mariam sorte de parmi nous, car les femmes ne sont pas dignes de la vie. Jésus dit, moi, je vais la guider afin de la faire mâle, en sorte qu'elle devienne, elle aussi, un esprit vivant semblable à vous les mâles, car toute femme qui se fera mâle entrera dans le royaume des cieux. » Cette citation est extraite d'un évangile qui a depuis été décrété apocryphe, un évangile gnostique, qui date du 1er siècle. Parce que oui, je saisis ce que me dit David Niger tout de suite. Ces phrases, elles montrent effectivement d'un océan de misogynie qui est celui dans lequel va baigner cette conférence, et je préfère vous en avertir tout de suite, puisque c'est le schéma dans lequel se constitue la pensée chrétienne médiévale. Et en même temps, ces deux phrases, elles nous montrent que dans cet océan de misogynie et de hiérarchie entre les genres, c'est bien de genre qu'il est question. C'est bien d'une conception des masculinités et des féminités qui, peut-être, n'emprisonnait pas tant que ça les personnes au sein d'un statut qui aurait été assigné dès la naissance et qui ouvrait à une certaine mobilité. Parce qu'en effet, parmi les questions qui se posent aujourd'hui sur les questions de transidentité, de transitude, on a souvent l'impression que ce sont des problèmes qui se posent depuis relativement peu de temps dans nos sociétés. Et pourtant, quand on revient un petit peu dans le passé, vous avez peut-être sans doute à l'esprit des personnages un petit peu plus anciens. Parfois, on pense à Barbette, Barbette qui était l'ami, l'amant de Jean Cocteau, un proche de Man Ray, qui était un danseur et un acrobate, qui se présentait aussi bien sous des atours féminins que masculins, et a fini par être le coach en performance de genre dans le film Some Like It Hot. On pense aussi peut-être à l'artiste qui a traversé le XXe siècle par ses innovations, Marcel Duchamp, dont on oublie parfois qu'il a passé une partie de sa vie en se faisant appeler Rose c'est la vie, en se représentant avec ce double très important. On pense peut-être un petit peu plus loin dans l'histoire de l'art à Rosa Bonheur, qui s'habillait avec des vêtements masculins et devait même s'enregistrer auprès des services de police pour pouvoir se présenter ainsi. Mais on revient parfois à des personnages un petit peu plus proches en fait de la société normale, comme le joueur de jazz Billy Tipton, qui avait vécu toute sa vie sous identité masculine alors qu'il avait été assigné femme à la naissance, et qui avait emprunté la carte de sécurité sociale de son frère, et finalement décédé en 1914 à cause d'une très petite maladie, mais qu'il a refusé de soigner parce qu'il ne voulait pas présenter ses papiers d'identité à l'hôpital. Donc là, je vous ai fait des histoires qui sont aussi l'archéologie des transidentités du XXe siècle, ces personnages qu'on commence à un petit peu mieux connaître, mais qu'on pourrait inscrire en fait dans une généalogie beaucoup plus longue.
Et moi, ce que j'ai choisi de faire dans cet ouvrage, c'est de partir en fait des questions qui se posent aujourd'hui par rapport à ces figures historiques et de remonter petit à petit le temps en espérant que, en partant de ce qui nous est le plus familier, on arrivera progressivement à comprendre ce monde très différent qui est celui de l'Occident médiéval. Alors pour cela, j'ai besoin généralement de faire un petit préalable. C'est de vous expliquer un petit peu comment est-ce que je pense qu'on peut envisager les questions de genre. Alors souvent, je m'appuie sur des personnes qui ont travaillé sur des sociétés un petit peu différentes de la nôtre. Notre société, depuis le XVIIIe siècle, est fondée sur une grande division structurelle qui constitue notre champ de pensée, qui est celle de la division entre nature et culture. Il y aurait la nature d'un côté, qui serait indépendante de la vision de l'être au monde des êtres humains, et la culture, qui serait tout ce qui nous appartient, tout ce que nous fabriquons au fil de notre vie, et la manière dont nous avons domestiqué, modifié, et peut-être pour notre grand malheur, dont nous avons avili le monde qui nous entoure. Mais le monde dont je vous parle, c'est un monde qui n'est pas divisé dans ce grand système de la nature et de la culture. Une anthropologue océaniste qui s'appelle Marilyn Strathern, qui avait réfléchi aux questions de genre dans un monde qui n'était pas divisé entre nature et culture, disait ces mots: le genre, ce n'est pas tout à fait du même ordre que l'espèce, pas non plus du même ordre que le corps humain. Le concept de genre lui-même présuppose un mode de relation, une relation entre masculin et féminin. Et quand le genre devient un symbole, un type de relation sociale sert à désigner d'autres types de relations. Et c'est ce qui se passe en fait pour le monde dont je vais vous parler, c'est que le genre, la division du monde entre masculin et féminin, elle sert à désigner un certain nombre de choses dans la société qui vont plus loin que les personnes dont on est en train de parler. Donc il y a un genre moral qui est hiérarchisé, binaire dans toute la chrétienté, et dans lequel universellement le masculin est supérieur au féminin. Tout ce qui est plus parfait va aller vers le masculin, tout ce qui est moins parfait va aller vers le féminin. Il y a un genre social qui est celui avec lequel on peut vivre dans la société, on peut se marier, on peut témoigner dans des procès. Et là, il est divisé entre masculin et féminin en Occident, mais il ne faut pas oublier que dans tout l'Orient chrétien, l'Empire byzantin, il est en fait trisexué, et il est divisé entre le masculin, le féminin, et un troisième genre qui est celui des eunuques. Et puis, il y a un genre qui sert à définir les catégories médicales et juridiques. Et celui-là, pendant toute la période dont je vais vous parler, il est en fait ternaire, puisque tous les médecins connaissent l'existence des personnes qu'on dit aujourd'hui intersexes. Et dans les livres de droit, on trouve réitérée cette formule: tous les humains sont masculins, féminins ou hermaphrodites, qui montre que la connaissance, effectivement, de la trisexuation existe dans le monde dont je vais vous parler. Alors ça, c'est le sommaire du livre dont je vais vous parler, qui commence effectivement avec Jeanne d'Arc et finit avec Thècle. Je vais vous présenter ces petits personnages. J'ai choisi de faire une personne par chapitre qui sert à travers non pas vraiment une biographie, mais en tout cas la présentation d'un personnage parfois historique, parfois fictif, à définir la manière dont une période en fait va penser ces questions-là. Parce que oui, Jeanne d'Arc, oui, il faut en parler, et pourtant, je dois vous avouer que j'ai mis beaucoup de temps à en parler, et que quand on est médiéviste, eh bien, on y réfléchit à 2 fois, voire à 3 fois, voire à 4 fois avant de prononcer même le mot de Jeanne d'Arc. Pourquoi? Parce que Jeanne d'Arc, c'est à la fois le personnage qu'on connaît le mieux. Vraiment, il n'y a pas de personne qui soit de ce niveau social sur laquelle on ait autant de documentation, des documentations de deuxième main, mais énormément en fait. On a des gens qui parlent d'elle pendant toute la période de sa vie. Et en même temps, c'est le personnage sur lequel on a le plus glosé jusqu'au XXe siècle, et qui a eu une histoire sociale et une histoire politique extrêmement
ambivalente, et peut-être depuis le XVe siècle. Donc moi, je vais vous parler ici d'une toute petite partie de ce qu'on pourrait dire sur Jeanne d'Arc, hein, ce personnage qui a voilà, de multiples sources en fait, qui lui sont associées. Et je vais vous parler de ce qu'on pourrait appeler l'histoire queer de Jeanne d'Arc. Parce que à partir du moment où on a commencé à parler de faire une histoire des transidentités sur la longue durée, eh bien, on en est revenu immédiatement à Jeanne d'Arc. Et on a débattu sur ce cas-là. Pourquoi? Parce que c'était un personnage qui était suffisamment connu pour qu'il fasse référence absolument pour tout le monde. Et en même temps, c'était un personnage eh bien, qu'on imaginait comme étant une jeune fille et dont on savait que toute sa vie, ou presque toute sa vie, il avait été habillé avec des vêtements, une apparence, un comportement masculin. Le petit cas sur lequel je commence l'ouvrage, c'est une performance artistique en fait, qui s'est passée en 2010 à Lille, qui a été fait par un groupe de jeunes, d'étudiants qui suivaient un parcours en études de genre, d'ailleurs à l'université de Lille, ce que j'ai appris après avoir rédigé ce livre, puisque le professeur qui avait donné des cours à ce groupe d'étudiants a lu mon livre et m'en a parlé par la suite. Il s'est passé en fait pas grand-chose, c'était le 22 février 2010 et ce groupe d'étudiants, de jeunes artistes, d'activistes ont mis des porte-jartelles rose fuchsia sur la statue d'Emmanuel Frémier de Jeanne d'Arc, une bannière sur laquelle était écrit God Save the Queer, et puis un petit panneau autour duquel ils et elles dansaient, qui disait trans, butch, va savoir, je ne suis pas la pucelle catho-fasciste pour qui on me fait passer, je pisse debout sur l'identité nationale, asexuelle, PD, queen. Qu'est-ce que c'était finalement ce panneau, si on le prend en dehors du moment très festif hein, qui s'est passé à cet endroit-là et qui, je le précise, n'a absolument pas abîmé en aucune mesure la statue, puisqu'il s'agissait uniquement d'un habillement textile, eh bien, il me semble que cette performance, elle posait avant tout des questions. Elle ne cherchait pas à enfermer en fait Jeanne d'Arc dans quelque chose de contemporain qui ne lui appartenait pas, mais en tout cas, elle posait des questions sur la manière dont on en avait fait une héroïne 100% féminine, alors que tout ce qu'on pouvait en savoir, tout ce qu'on pouvait décrire, pour le moins, ne décrivait pas une uniformité en termes de genre telle que bien des partis conservateurs ont pu la faire connaître aujourd'hui. Alors, bien sûr, le professeur, je ne savais pas qu'il était lié directement à cela à l'époque, qui avait pas encadré la performance en tout cas, mais qui avait sans doute éveillé la conscience des groupes qui avaient fait ça, c'est Sam Boursier, qui a été la personne qui a traduit et transmis ce qu'on a appelé la théorie queer en Europe. Il a traduit des ouvrages fondamentaux de l'histoire du féminisme, comme La pensée straight de Monique Wittig. Il a aussi traduit Teresa de Lauretis, qui est une des personnes à qui on attribue les premières appropriations de cette insulte queer pour en faire un objet théorique, un objet de pensée. Et en tout cas, c'était déjà en 1999, et il disait, il se pourrait bien que nous n'ayons pas tout compris de Jeanne d'Arc, c'est le Front National qui va jouir d'apprendre que Jeanne était peut-être trans. Voilà, moi j'étais partie en fait, d'ailleurs avec cette idée-là, en ayant lu ce livre-là, mais tout en n'ayant pas d'idée reçue sur cette question-là. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait simplement ce qu'on fait en histoire, c'est-à-dire que je suis allée voir les sources, je suis allée lire. Je ne vais pas prétendre que j'ai lu les 2000 publications qui sont consacrées à Jeanne d'Arc, mais en tout cas, j'ai lu un certain nombre d'ouvrages fondamentaux, et puis surtout, je suis allée lire les textes en latin de son procès et de son procès de réhabilitation. J'ai lu un petit peu aussi de ce qui avait fait que Jeanne d'Arc, à un moment, avait pu devenir une héroïne queer. Et je pense que
ce qu'il faut absolument citer, ça a été ce personnage fondamental qui est Leslie Feinberg, qui était un écrivain militant qui fait partie des premières personnes à avoir employé le mot transgenre, pas tout à fait dans le sens où on l'emploie aujourd'hui, mais pour lui, transgenre, ça voulait plutôt dire intergenre, quelque chose, des personnes en fait qui se situent entre, à un endroit un petit peu euh, entre la binarité du masculin et du féminin. Et en tout cas, il a, à partir de son propre parcours, de ses propres expériences, essayé d'élargir un petit peu le spectre et de réfléchir à des moments, des cas discontinus un petit peu, dans lesquels on voyait apparaître d'autres manières de se définir que seulement en étant une femme, en étant un homme. Et donc, il regarde un petit peu d'autres sociétés en Océanie, des sociétés amérindiennes. Il lit des choses là-dessus. Et puis, il regarde un petit peu des sources historiques. Et donc, il a grandi aux États-Unis et il nous raconte que ce qu'il savait aussi de l'histoire de l'Europe, c'était le bûcher de Jeanne d'Arc et que il avait appris l'histoire du bûcher de Jeanne d'Arc et jamais il s'était posé la question de savoir qu'est-ce que ça voulait dire en termes de genre que cette histoire de Jeanne d'Arc, cette histoire de ce personnage euh, en armure, ce personnage habillé en garçon et qui s'appelait Jeannette. Et donc son livre s'appelle Transgender Warriors from Joan of Arc to Dennis Rodman. Les guerriers transgenres, guerriers et guerrières transgenres de Jeanne d'Arc à Dennis Rodman. Donc, je remonte le temps. Dans le livre, j'explique un petit peu qu'est-ce qui s'est passé avec Jeanne d'Arc au XIXe siècle, comment est-ce qu'elle a été une héroïne anticléricale et nationaliste, et puis comment l'abbé du Panloup a essayé d'en refaire un personnage chrétien en le réhabilitant a posteriori, et comment, je le précise pour tout le monde, c'est finalement, mais très tardivement, devenu une sainte. Vous savez, c'était devenu une sainte en 1920, après la Première Guerre mondiale, comme récompense, un peu comme héroïne des tranchées. Mais malgré tout, c'est resté en fait une héroïne pendant tout le XXe siècle qui était appropriée par les deux bords politiques. Hein. Le Parti communiste français faisait des défilés devant les statues de Jeanne d'Arc jusque dans les années 50. Et c'est seulement pendant la campagne en France, à l'international aussi, c'est resté une héroïne qui n'était pas du tout associée au milieu conservateur. Et c'est seulement pendant la campagne présidentielle de 1981 que le Front National a commencé à véritablement s'approprier la figure de Jeanne d'Arc et en particulier à faire ses défilés sous la statue d'Emmanuel Frémier. Il y a eu aussi un autre cas récent pendant l'existrance, ça s'appelle maintenant l'existrance inter, qui est la manifestation visibilité trans, qui a voulu aller défiler sous la statue de Jeanne d'Arc à Paris, et ce qui a créé un affrontement avec des groupes fascistes et néo-fascistes qui a failli être violent. Donc voilà, cette histoire récente, elle n'est pas si simple que ça. Mais je vais revenir surtout aux sources de l'époque. Si vous vous intéressez à l'histoire de Jeanne d'Arc, je peux que recommander. Il y a des très bons ouvrages et qui sont facilement accessibles, comme la biographie de Colette Beaune, qui revient un petit peu sur toutes les parties de sa vie. Et c'est aussi Colette Beaune qui a édité le Journal d'un bourgeois de Paris, qui est donc une source éditée en poche, accessible à tout le monde, et qui parle notamment de l'arrivée de ce personnage à Paris. Alors, je précise que le Journal d'un bourgeois de Paris, c'est une source qui est écrite en pleine guerre civile et qui est écrite par le camp adverse à celui de Jeanne d'Arc, puisque s'opposent les Armagnacs, qui sont donc la couronne de France, et les Bourguignons, qui sont apparentés, mais ont pris parti pour la couronne d'Angleterre, et qui sont donc à Paris. Et donc là, le Journal d'un bourgeois de Paris, voilà comment est-ce qu'il décrit Jeanne d'Arc.
Plusieurs fois a pris le précieux sacrement de l'autel tout armé, vêtu en guise d'homme, les cheveux rondis, chaperon déchiqueté, jupons, chausses vermeilles, attachés à foison d'aiguillettes, dont aucun grand seigneur et dame lui disait, en la reprenant de la dérision de sa vêture, que c'était peu priser notre Seigneur que de le recevoir en tel habit, femme qu'elle était, laquelle leur répondit promptement, pour rien n'en ferait autrement, et que mieux aimerait mourir que de laisser l'habit d'homme, pour nulle défense, et que si elle voulait, elle ferait tonner et autres merveilles, et qu'une fois on voulut lui faire de son corps déplaisir, mais elle saillit d'une haute tour en bas, sans soit blessée aucunement. Donc, ce que nous dit le journal d'un bourgeois de Paris, c'est que Jeanne d'Arc aurait dit que elle aimerait mieux mourir que de laisser l'habit d'homme, alors qu'on le lui reproche. On lui reproche donc d'avoir un habit d'homme, ce sont les bourgeois de Paris qui lui reprochent ça, mais si on lit attentivement le texte, on voit qu'on lui reproche pas seulement d'avoir un habit d'homme, mais on lui reproche d'avoir un habit d'homme élégant, un habit d'homme parfaitement soigné. Et vous voyez à travers ce texte que, bien sûr, ce n'est pas un habit de soldat que porte Jeanne d'Arc. C'est un chaperon déchiqueté, donc ça veut dire qu'il y a déjà un certain soin dans la mise. Des chausses vermeilles, ça veut dire très fortement teintées, donc qui sont d'un certain raffinement, et un foison d'aiguillettes. Donc les aiguillettes, c'est ce qui permet d'attacher la partie basse du costume à la partie haute, et le fait d'en avoir plusieurs, c'est un signe effectivement qui est considéré comme un petit peu ostentatoire et qui montre que ce vêtement est assez sophistiqué. Donc, si on ne peut pas tout à fait se fier à ce que dit le journal d'un bourgeois de Paris, on voit que la description qu'en font les opposants, c'est aussi la description de quelqu'un qui est un peu trop bien habillé, qui est habillé comme un jeune homme, disons, élégant. Ensuite, si on reste sur cette histoire du costume qui nous intéresse, puisque pour ce qui est de la définition personnelle, Jeanne d'Arc ne s'appelle pas Jeanne d'Arc, ça c'est un nom qui est restitué, elle s'appelle Jeannette, elle a toujours dit qu'elle s'appelait Jeannette et elle s'est donné un surnom qui était la pucelle. La pucelle qui signifie essentiellement un statut marital. Une pucelle, c'est quelqu'un qui n'est pas encore marié. Et c'est le nom qu'elle s'est donné elle-même, Jeannette la pucelle. Donc en tout cas, cette Jeannette, dans le procès, on dit qu'elle nous répond ainsi. Interrogée sur pourquoi elle commença à porter de cette façon l'habit d'homme et ce qui l'y conduisit, elle répondit que ce fut par sa propre volonté, sans aucune contrainte, et que cet habit lui plaisait plus que celui de femme. De la même façon, on peut prendre toutes les précautions du monde pour étudier ce passage-là, qui est dit lors d'un procès, alors qu'il y a une accusation extrêmement violente qui porte contre ce personnage. Mais en tout cas, on a une constance, effectivement, à vouloir porter ce vêtement en dehors des cas de nécessité. Mais ce n'est pas pour cette raison que Jeanne d'Arc a été brûlée. Bien entendu, ce n'est pas pour cette raison. On était dans une guerre civile dans laquelle Jeanne d'Arc était Jeanne, donc était considérée comme une prophétesse qui était en tête des armées. Et quand elle a été arrêtée, ce sont des raisons politiques qui ont amené à son arrestation et à sa condamnation particulièrement sévère pour crime d'hérésie. L'entêtement, ceci dit, à ne pas suivre les avis du procès a servi de prétexte à renforcer la condamnation. Ce qui s'est passé et ce qui m'intéresse ici, c'est que quelques années plus tard, Charles VII est finalement arrivé au pouvoir. Et comme il était arrivé au pouvoir, il ne pouvait plus être associé avec la prophétesse qui l'avait accompagné et qui était morte hérétique. On a donc fait un procès de réhabilitation. Un procès de réhabilitation vise
à casser, à refaire en fait le procès, c'est comme un procès en appel, mais qui est fait, donc en l'occurrence au post-mortem, et qui vise à réexaminer l'ensemble des témoignages, à les faire parler des théologiens, et à essayer de régler les uns après les autres les condamnations qui ont amené à cette qualification d'hérésie. Donc il y a beaucoup de cas qui sont traités dans ce procès de réhabilitation, mais celui qui nous intéresse ici, c'est cette question de l'habit. Qu'est-ce qu'il en est de l'habit au moment du procès de réhabilitation? Eh bien, ce que l'on voit, en fait, c'est que si cet habit pouvait choquer les laïcs, et on voit que le journal d'un bourgeois de Paris ne se prive pas de caricaturer cet habit, eh bien, il ne dérangeait finalement pas beaucoup les théologiens. Pourquoi? J'essaye de trouver des raisons un petit peu à cela dans le livre. J'explique que voilà, le fait de porter des vêtements masculins, quand on est en environnement urbain, cela peut rappeler un statut social qui est très différent de celui de soldats. C'est celui des prostituées qui parfois s'habillaient en vêtements masculins pour pouvoir aller dans des lieux en non-mixité. Et comme la condamnation de Jeanne d'Arc s'est beaucoup fait sur des accusations de crimes sexuels, eh bien, il était relativement facile de l'associer à ce champ-là. Mais il y a aussi tout un tas de raisons qui font qu'on peut être une jeune fille et s'habiller en garçon, comme la nécessité, qui est déjà déterminée ainsi depuis Thomas d'Aquin, et aussi le fait de partir en voyage, qui pouvait être très très facilement accepté d'un point de vue théologique, alors même que le Deutéronome est censé dire qu'une femme ne portera pas des habits masculins et qu'un homme ne portera pas des habits féminins. Donc il y a beaucoup de concessions, d'exceptions qui font que l'on peut accorder cela. Mais il reste un problème principal, et ça c'est en fait le seul sur lequel se prononce le procès de réhabilitation, parce qu'il n'est pas tout à fait réglé, c'est le fait que Jeanne d'Arc ait été habillée en homme, y compris pour la communion. La communion, c'est le moment où on rentre en contact avec son créateur dans le christianisme, et donc il faut se présenter tel qu'on est. Il faut se présenter sans fard, sans déguisement. Et donc la question qui est posée, c'est si Jeanne est rentrée dans les églises et a pris la communion en habit masculin, est-ce qu'elle a trompé? Est-ce qu'elle a menti? Est-ce qu'elle s'est présentée différemment de ce qu'elle était? Eh bien, la faute est réglée finalement assez aisément par les théologiens, qui nous disent que de la même façon, qui imputerait une faute à Sainte Marine qui vécut inconnue, toujours en habit d'homme dans un monastère d'hommes, et prenant les sacrements avec les moines, et avant qu'on ne vît qu'elle était femme, il fallut qu'elle fût accusée d'adultère par la calomnie. Et ce fut en dénudant son corps après sa mort que l'on découvrit son sexe. C'est la même chose de Sainte Eugénie, qui vécut en habit d'homme très vertueusement et chastement. Ainsi, cette Jeanne était légitime de recevoir l'Eucharistie dans cet habit. Qu'est-ce que l'on cite donc? On cite ce qu'on appelle une auctoritas, un argument d'autorité. Un argument d'autorité, c'est de dire qu'il y a des personnages illustres, bien reconnus par l'Église depuis longtemps, qui ont déjà fait la même chose, et donc, en quelque sorte, cela fait jurisprudence. Et c'est ça, donc, l'argument qui est cité dans le procès de Jeanne d'Arc. Et donc ça, c'est la petite découverte que je propose dans ce livre, puisque, à ma connaissance, du moins, ce passage n'avait pas été commenté auparavant. Et l'association directe, donc, de Jeanne, ce personnage laïque, qui n'a jamais été considéré comme un personnage saint au XVe siècle, avec des personnages saints qui sont des personnages pour lesquels, on va le voir, la question d'une mobilité de genre, d'un parcours de transition de genre, peut véritablement être posée.
Et donc, à partir de ce petit travail sur le XVe siècle autour de Jeanne d'Arc et à partir des figures de ces soldats, de ces personnages urbains qui peuvent être assignés femmes à la naissance, comme on dirait aujourd'hui, et finalement vivant socialement comme des hommes, je remonte un tout petit peu le temps et je me demande effectivement qu'est-ce que ça veut dire que ces histoires de chevaliers, qu'on pourrait dire des chevaliers trans, des soldats trans. C'est-à-dire des personnes qui, un petit peu comme Jeanne d'Arc, à un moment, ont pu être considérées comme des filles à la naissance, et puis ensuite considérées comme des hommes. Euh, on pourra en discuter par la suite, mais en termes de vocabulaire, je vais essayer de voguer de vous citer toujours les termes qui sont utilisés à l'époque, et puis ce que ça peut signifier pour aujourd'hui, sans essayer de plaquer en fait des réalités d'aujourd'hui sur des parcours anciens. Et donc, ce qu'on peut voir, et là je donne l'exemple de Silence, mais en fait il y en a plusieurs autres, c'est que au XIIIe siècle, la littérature chevaleresque regorge en fait d'exemples de personnages qui sont des petites filles, puis qui deviennent des chevaliers, ou qui sont des chevaliers, et qui, à un moment ou à un autre, s'habillent en jeune fille. Alors, Silence, c'est un petit peu le personnage le plus connu de cette histoire-là, qui en compte plusieurs. Je vais vous raconter en quelques mots. C'est un roman de chevalerie de la fin du XIIIe siècle qui raconte que en Bretagne, donc en Bretagne, c'était en Grande-Bretagne, c'est-à-dire dans le pays du roi Arthur, il y avait un royaume dans lequel, de manière extrêmement injuste, les jeunes filles avaient été exclues de l'héritage. Je précise cela parce qu'on croit parfois qu'au Moyen-Âge, les jeunes filles étaient exclues de l'héritage et ce n'est pas du tout si simple que ça. La plupart du temps, les jeunes filles soit héritent, soit ont un héritage anticipé sous forme de dot, mais on ne peut pas dire que les filles sont exclues des héritages. Et justement, c'est ça l'argument du livre, c'est que là, un roi injustement décide que les filles seront exclues. Et cela crée une grande inquiétude chez ces deux personnages qui sont même représentés dans une image ici, qui sont deux parents qui viennent d'avoir une petite fille. Et donc, ils prennent cette décision, ils disent « Je veux faire de notre fille un garçon. Réfléchissez bien, ma belle amie, nous ne pouvons pas savoir si nous aurons un jour un héritier mâle, nous n'en sommes point assurés. Et si par bonheur cela nous arrive, nous la dégarçonnerons. Celle-ci ira au vent et au soleil, s'explosera au froid et à la bise. » Qu'est-ce qui se passe donc? C'est ce que j'appelle la fabrique du garçon. On montre dans un roman de chevalerie comment est-ce que l'on peut fabriquer un garçon. Et là, il se passe des choses très intéressantes, parce qu'on peut étudier véritablement les critères de masculinité qui existent dans ce monde chevaleresque. Parce qu'on fabrique donc un garçon à partir d'une petite fille. Alors, je ne reviens pas sur tous les détails que j'analyse dans le livre, mais c'est simplement quelques points pour vous dire que les critères de la masculinité sont assez différents de ceux qu'ils sont aujourd'hui. Par exemple, c'est celui de la teinte de la peau. On considère que les garçons doivent avoir la peau plus brune et les filles la peau plus pâle. Et aussi la peau plus épaisse. Et donc, il faut les exposer au froid et à la bise, tandis que les filles auront la peau plus tendre. Donc, c'est sur ce type de critères, effectivement, que se fait la transformation de Silence, dont le nom épicène ne change pas. On l'appelle Silence, Silencius, en disant que Silencius pourra redevenir Silentia. Et dans cette histoire, dont je n'ai pas le temps de vous raconter tous les détails, mais ce personnage devient effectivement un chevalier qui devient même un des meilleurs chevaliers de la cour du roi. De la cour du roi, jusqu'à ce qu'il soit séduit par la reine qui
l'agresse sexuellement. Et pour se défendre, en fait, la reine, rejoint l'histoire de l'accusation de la femme de Potiphar, va accuser Silence en retour. Et Silence est finalement sauvé de cette histoire par Merlin, Merlin l'enchanteur, donc, qui montre que la reine était en fait une mauvaise reine, menteuse, et qui, en fait, avait déjà 12 amants. Ces 12 amants étaient d'ailleurs habillés en jeunes filles pour ne pas qu'on les voie. Et par contre, Silence était quelqu'un de très pur et de très chaste. Et par un retournement de situation à la fin du roman, Silence finit par reprendre une apparence et une identité féminine et épouser le roi. Ces romans de chevalerie, donc, dans lesquels on trouve ce qu'on pourrait appeler des chevaliers trans, et là, c'est des mots d'aujourd'hui que j'emploie volontairement, étaient bien connus et baignaient une partie de l'imaginaire chevaleresque de cette époque. Mais ce sont des éléments qui viennent de la littérature et dont on peut penser que les rapports avec les conditions réelles d'existence en société étaient faibles. Pourtant, si on regarde d'un peu plus près, eh bien, on se rend compte qu'il y a une véritable valorisation de ce type de parcours, en fait, de ce parcours qui est un parcours qui va aller vers la masculinité. Et j'en prends un exemple en remontant encore un petit peu le temps et en allant au XIIe siècle, c'est celui de Joseph Hildegonde. Qui est un autre cas de devenir garçon, mais qui a la particularité d'être relaté par des sources qui sont très très proches en fait de la vie de ce personnage. En fait, c'est un moine qui a reçu la confession de ce Joseph, qui l'écrit et qui, seulement après sa mort, a l'intégralité de l'histoire et donc peut la publier en espérant que cette histoire va être suffisamment reconnue, suffisamment valorisée pour que le personnage soit canonisé et devienne une sainte. L'histoire de ce personnage, je vous la raconte en quelques mots, c'est donc l'histoire d'une jeune fille dont on ne connaît pas le nom, qui part en pèlerinage à Jérusalem avec ses parents. Et une fois arrivée à Jérusalem, où elle est partie, comme cela se faisait à l'époque, en habit de garçon, perd ses deux parents. Et donc, l'enfant garde son identité masculine et commence à suivre des études et à rencontrer des compatriotes, puisque donc ils étaient originaires de l'Empire germanique, et retourne dans l'Empire à un certain nombre d'aventures, puis décide, en gardant toujours cette apparence et cette identité masculine, de rentrer dans un monastère, et qui est donc un monastère masculin, celui de Schönau. Il y a tout un tas de détails qui sont très intéressants dans cette histoire-là, hein, notamment le fait que ce soit la première hagiographie, donc tentative d'écrire une vie de saint qui a été faite chez les cisterciens. Donc il n'y avait pas de sainte cistercienne et la première personne à laquelle on a pensé pour devenir une sainte cistercienne, c'était ce personnage qui avait passé donc une bonne partie de sa vie dans un monastère masculin. Et il y a une autre chose qui est vraiment intéressante dans cette vie, en fait, c'est que on y trouve une formule qui, moi, m'a accompagnée et m'a semblé intéressante pour développer mon argument. C'est que comme ce personnage raconte toute sa vie, vit comme un garçon et que l'on découvre son assignation de naissance seulement au moment de sa mort, eh bien, c'est post-mortem qu'il y a une réassignation de genre, on dirait aujourd'hui. Et voilà comment est-ce que c'est écrit dans le texte. C'est écrit « genus masculinum in femininum transivuit ». Donc, après sa mort, il transivuit, donc il transféra, passa, transitionna
le genre du masculin au féminin. Et donc cette idée véritablement de la transitio, qui est un concept important au Moyen Âge, est explicitement utilisé en termes de genre, pour montrer qu'il y a un passage en fait qui se fait par la langue, par le nom, mais aussi par l'identité chez ce personnage-là, pour espérer en faire une sainte. Ensuite, et là je vais vous montrer peut-être quelques images pour vous montrer que cette histoire de la plasticité du genre au Moyen-Âge, une plasticité possible du genre, elle se passe aussi à travers les images. Je peux vous parler du cas de Eugénie, qui est donc la Sainte Eugénie qui a été mentionnée dans le procès de réhabilitation de Jeanne d'Arc. Donc Eugénie, c'est une sainte, beaucoup canonisée, bien connue pendant tout le Moyen-Âge, mais qui n'a sans doute pas de source historique. En fait, on pense que c'est une vie qui a été écrite véritablement de manière fictive, mais qui s'appuyait sur un certain nombre de cas historiques contemporains de personnages qui avaient été nés en tant que filles, assignées filles à la naissance, et qui avaient passé leur vie dans des monastères masculins. Donc, dans son histoire, Eugénie, histoire encore une fois qui est inventée, qui est une synthèse de ces parcours trans de l'Antiquité tardive, eh bien, on a un personnage qui se convertit au christianisme dans une famille païenne auprès de deux compagnons qui s'appellent Prote et Hyacinthe et qui sont des eunuques. Et avec Prote et Hyacinthe, ce personnage-là décide de passer pour un eunuque, de devenir un eunuque et de rentrer dans un monastère, donc un monastère masculin. Et quelque temps après, le personnage qu'on appelle le frère Eugène est accusé, encore une fois, d'une agression sexuelle par une femme qui lui avait fait des avances éhontées. Et c'est au moment du procès, donc un procès pour agression sexuelle, que le personnage décide de révéler son identité de naissance, parce que le juge du procès n'est autre que son propre père. Et devant cette révélation absolument extraordinaire, qui a aussi pour double effet que de laver le personnage de l'accusation d'agression sexuelle, eh bien toute la famille se convertit au christianisme et ils finissent par être martyrisés ensemble. Et donc ce personnage d'Eugénie, qu'on connaît mal en fait dans le christianisme contemporain et qui était beaucoup mieux connu dans le christianisme médiéval, eh bien c'était un personnage qui intéressait beaucoup les artistes et dont on retrouve des images un petit peu partout, de l'Orient à l'Occident. Toutes ces vies répètent cette formule: tu as raison de te dire homme, car bien que tu sois une femme, tu te comportes comme un homme. Viriliter agis. C'est une question de comportement donc, qui se pose là-dessus, et peut-être aussi une question d'image, de capacité d'action et de visibilisation. Puisque là, je vous montre rapidement ces images. Ici, on est à Vézelay, en Bourgogne, dans une église qui est une des plus grandes églises de pèlerinage du XIIe siècle, et où, au milieu de la nef, on a un chapiteau qui représente le procès de Eugénie, au moment où donc ce personnage qu'on voit au centre du chapiteau, qui est un moine tonsuré, se déshabille partiellement, montre ses seins et par là, effectivement, se fait reconnaître par son père, qui est Philippe, que l'on voit ici à droite de l'image. Tandis que le personnage féminin qui est ici, c'est un personnage d'une pécheresse, menteuse, tout à fait vile.
Donc on a effectivement dans ce chapiteau, au milieu de volutes végétales absolument magnifiques, une sorte de panel qui va du féminin au masculin, du féminin d'ailleurs le plus associé à la méchanceté, hein, à ce personnage qui a des caractéristiques féminines et des caractéristiques masculines, et ce personnage masculin ici sur la droite. Ce personnage était connu, regardé, commenté au XIIe siècle. Je vous donne un seul exemple pour le prouver, c'est celui du philosophe peut-être le plus connu du XIIe siècle, Pierre Abélard, qui écrivait à Héloïse, qui avait été sa compagne, son épouse secrète, et qu'il voulait décider à emprunter la voie de la chasteté, eh bien, il lui recommandait de s'inspirer de l'exemple d'Eugénie. Bien plus, si des vierges fiancées, avant de s'unir charnellement à leur mari, prennent la résolution d'embrasser la vie monastique et de renoncer à leur époux terrestre pour prendre le céleste époux, liberté leur en est laissée, ce qui n'a jamais été que nous sachions accorder aux hommes. Quelques-unes furent même enflammées d'un tel zèle de chasteté que, non contentes de prendre, malgré la défense de la loi, un habit d'homme, elles se retirèrent parmi les moines, où l'éminence de leur vertu les a rendues dignes de devenir abbés. Telle la bienheureuse Eugénie, avec la complicité de l'évêque Hélénus, que dis-je sur son ordre, revêtit l'habit d'homme et, après avoir été baptisée par lui, fut admise dans un collège de moines. Je vous montre un petit peu quelques-unes des transitions de genre en images qu'a eu cette Eugénie au long du Moyen-Âge. Parce que Eugénie, on la trouve déjà à Ravenne au VIe siècle, dans des mosaïques, disons, de style byzantin, à Saint-Vital et puis à Sant'Apollinare Nuovo, où Eugénie fait systématiquement partie, avec une réassignation au féminin, du cortège des saintes, où elle n'est pas distinguée par aucune caractéristique physique au milieu de toutes ces saintes. Mais Eugénie, on la trouve aussi dans l'Empire byzantin, dans la vie du Ménologe de Basile II, qui a été commandé donc par l'empereur Basile II, et au milieu de Philippe, ici son père, et ses compagnons eunuques Prote et Hyacinthe, eh bien, on voit le personnage, la sainte, qui est en habit de moine noir et de moine masculin, et qui d'ailleurs nous regarde. On retrouve aussi ce personnage en Catalogne, où sa vie s'est diffusée et a été traduite en catalan et en latin. Et une petite église dans les Pyrénées lui était dédiée. Et dans cette petite église, il y avait un frontal d'autel, donc c'est un devant d'autel, qui montre deux parties à sa vie. Dans le registre supérieur, donc la conversion de ce personnage, le moment où il est moine et où il est confronté à cette vilaine femme qui va l'accuser, et puis le moment de ce procès. Et puis au registre inférieur, on voit le personnage qui est devenu une jeune fille aux cheveux longs, tressés, avec une longue robe, et qui subit les différentes étapes de son martyre, la noyade, le four ardent, pour finir par être décapité et rejoindre les cieux. Donc c'est le même personnage qui, dans ce panneau catalan, est a tantôt tous les atours de la masculinité et tantôt tous ceux de la féminité, par un retournement en fait iconographique total qui se fait entre les deux registres du panneau d'autel. Mais c'est aussi le même personnage qu'on retrouve plus tard, au XIVe siècle, dans des manuscrits qui racontent les vies des saints en Occident. Et au moment de ce procès, ce n'est pas seulement la partie supérieure du corps, mais l'ensemble de son corps qui est dénudé, pour passer de ce vêtement masculin ici à un vêtement féminin qui lui est proposé par sa suivante.
Et puis plus tard, dans les légendes dorées, on voit son martyre en compagnie de ses compagnons Prote et Hyacinthe, les saintes eunuques, dans lequel Eugénie ressemble à une charmante jeune fille. Et puis plus étonnant peut-être, on voit Eugénie, dont on ne sait plus très bien à qui et à quelle partie de la vie on a affaire, qui est présentée au moment de son procès, au milieu de Prote et Hyacinthe, face à la jeune femme qui l'accuse, et Eugène, qui devrait ici être en moine, est représenté en nonne, puisque à partir du XVe siècle, eh bien, c'est la caractéristique selon laquelle on identifie le saint, donc un saint qui est ici vit en communauté monastique, mais est une sainte, donc qui est nécessairement en habit féminin, alors que bien sûr les habits monastiques féminins sont des habits que ce personnage n'a jamais portés. Et puis, je termine ce parcours, voilà, je vais faire un petit peu rapidement pour ne pas trop dépasser, en remontant le temps et en allant jusqu'à l'Antiquité tardive. Et là, je dois bien dire que c'est vraiment pas un travail que j'ai fait seule, mais auquel j'ai été beaucoup secondée par des collègues qui étaient spécialistes de cette époque-là, des textes en grec aussi, en revenant aux vies originelles qui ont inspiré toutes ces histoires-là, qui ont des sources historiques et dont on sait qu'elles correspondent à un moment dans l'ascétisme et dans le rigorisme chrétien où il y a un certain nombre de personnes qui étaient parfois des femmes mariées, qui étaient parfois des jeunes filles et qui se sont coupées les cheveux, qui ont pris une identité masculine, un nom masculin et qui sont allées vivre dans des communautés unisexes masculines. Et un de ces personnages, c'est Matrona. Matrona, qui est considérée comme une fondatrice aussi de monastères, qui est devenue un eunuque, passé pour un eunuque dans un monastère masculin. Et puis, le modèle hagiographique, pour cela, il faut revenir un petit peu au premier temps du christianisme et revenir un petit peu aux citations que je faisais au début de cet exposé. Eh bien, c'est simplement dans les contemporains en fait, des premiers temps du christianisme, il y avait le personnage de Thècle, Sainte Thècle, qui est la première martyre du christianisme et dont la vie a été écrite dans les actes de Paul et Thècle au 1er siècle. Et donc, c'était une disciple de Paul de Tarse, qui lui a dit « Je vais me faire couper les cheveux et je te suivrai partout où tu te rendras ». Il a refusé la première fois et la deuxième fois, alors que Thècle se ceignit les reins, s'arrangea la tunique pour en faire un manteau à la manière des hommes et s'en alla à Myre. Elle trouve Paul dans cet habit, donc, qui est un habit masculin, hein, puisque il y a besoin que d'un ajustement différent hein, pour transformer un habit féminin en habit féminin à cette époque-là. Et donc Paul lui autorise à aller et à enseigner la parole de Dieu. Donc c'est finalement, c'est peut-être tout simplement la première martyre du christianisme qui était déjà un personnage qui avait pris des habits masculins et qui avait enseigné en fait la parole de Dieu en habit masculin. Seulement, cette plasticité du genre possible dans les premiers temps du christianisme est sans doute recherchée de pair avec un rigorisme, un ascétisme et surtout une abstinence sexuelle totale. Eh bien, cette fluidité des genres, pourrait-on dire, mais là on emploie des mots qui ne sont pas de l'époque, mais correspondent relativement bien à cette réalité-là, eh bien c'est quelque chose qui a été petit à petit écarté tout au fil du Moyen-Âge. D'abord au 5e siècle, hein, en déclarant apocryphes les actes de Paul et Thècle, en écartant progressivement le culte de Sainte Thècle
au fil du Moyen-Âge. Et peut-être pour terminer comme ça par une petite note sur le monde contemporain, nous dire que en fait, la vie de Thècle, qui est le modèle de toutes ces hagiographies-là, et a continué à être fêtée en fait et restée au calendrier jusqu'à Vatican II. Et c'est seulement au Concile de Vatican II, donc au moment du concile de modernisation de l'Église chrétienne du XXe siècle, qu'on a retiré Thècle du calendrier pour une raison finalement assez simple également à comprendre, c'est le fait qu'il y avait une très grande revendication dans les années 60 à la prédication féminine et que la vie de Thècle pouvait constituer une autorité et un précédent sur lequel s'appuyer pour revendiquer la prédication féminine. Dans ce livre, j'ouvre la possibilité d'élargir largement l'enquête. Donc, je cite une trentaine de cas que je vous montre ici, hein, dans le domaine hagiographique, de personnages que l'on peut étudier, qui ont eu une transition de genre à un moment ou à un autre de leur vie, et sur lesquels voilà, je suis maintenant en train de travailler. Et puis, il y a d'autres prolongements possibles sur lesquels je vais ouvrir pour terminer. Bon, mais une des questions principales qu'on m'a posées, et tout à fait légitimement, c'est que ces parcours sont des parcours qui sont effectivement des parcours transmasculins, on dirait aujourd'hui, qui vont vers les masculinités, ce qui se comprend aisément à partir du schéma de hiérarchie des genres dans lequel baignait cette société et qui justifie le fait que les parcours de sainteté, ils ne peuvent se faire que dans le sens d'une plus grande moralisation. Et la plus grande moralisation, elle se fait à cette époque-là toujours vers le masculin. Mais pourtant, il y a quand même des cas, et c'est ceux sur lesquels j'enquête maintenant, qui sont des parcours, on peut dire, transféminins. Alors, un cas un petit peu étonnant et étrange, mais qui vaut le coup qu'on s'attarde dessus, je vous le présente en 2 mots, c'est celui de Jérôme de Stridon. Donc le même Jérôme hein, qui avait dit que les femmes devaient se faire hommes, le même Jérôme qui est aussi celui qui avait moralisé les costumes et expliqué qu'il fallait absolument que les bons chrétiens se débarrassent de tous les ornements corporels pour se présenter voilà, aussi sobres et chastes dans leur apparence que ce qu'ils étaient en intérieur. Eh bien, c'est lui qui à un moment, au moment de son départ vers le désert, a emprunté des habits féminins. C'est raconté dans plusieurs des vies de Jérôme, et cela a fait l'objet très tardivement, donc au début du XVe siècle, d'une très belle miniature par les frères de Limbourg dans Les Belles Heures du duc de Berry. Qu'est-ce qu'on y voit? Effectivement, on y voit Jérôme qui dort et une robe qui est déposée par un de ses frères dans sa chambre. Pourquoi cette robe est déposée? Eh bien, pour faire croire qu'une femme a dormi avec lui. Mais Jérôme, qui est peu soucieux de ses apparences et puis peu soucieux de sa mise, porte ce vêtement en fait. Porte ce vêtement et se retrouve un petit peu moqué par ses compagnons, les frères, et c'est ça qui le fait décider de partir et de se rendre au désert et finalement de ne plus s'habiller du tout. Ce qui est intéressant dans cette image, hein, c'est surtout qu'on voit cette histoire adaptée avec les codes vestimentaires du XVe siècle. Et les codes vestimentaires du XVe siècle sont ceux sur lesquels nous vivons encore aujourd'hui, qui sont ceux d'une transformation du costume, qui font que un vêtement féminin ne peut plus se confondre avec un vêtement masculin, au contraire de ce qu'il en était dans l'Antiquité.
Et puis surtout, les vêtements féminins sont sophistiqués et faits de plusieurs couches. Et ce dont vous vous rendez peut-être pas compte en regardant cette image, mais qui était évident pour tout regardeur du XVe siècle, c'est que Jérôme est non seulement habillé avec un vêtement féminin, mais il est très mal habillé. En fait, il porte un vêtement de dessous, donc il est un petit peu comme s'il était en une sorte de sous-vêtement, en fait. Et c'est sans doute cela qui fait rire ses frères. Un autre cas sur lequel j'enquête actuellement, c'est un cas littéraire, c'est l'ostension génitale forcée de Madame Marguerite. Donc là, c'est une histoire qui est dans un recueil de nouvelles du XVe siècle également, qui montre qu'il y a une Madame Marguerite qui est une blanchisseuse, que tout le monde apprécie beaucoup comme blanchisseuse et qui fait très bien son métier. Et cette Madame Marguerite va dans toutes les maisons de Rome, mais est acceptée donc, dans des environnements uniquement féminins. Et cette Madame Marguerite est un jour dénoncée par une jeune fille qui dit qu'elle a passé la nuit avec Madame Marguerite et qu'elle a couché avec elle. Et à partir de là, donc, on compte que Madame Marguerite était, avant d'être Madame Marguerite, un Écossais qui est venu s'installer à Rome. Et la fin de l'histoire, hein, qui a une vocation comique, hein, c'est des nouvelles comiques, et en même temps très cruelle, puisque Madame Marguerite est montrée par une exposition, donc une ostension génitale forcée, forcée à montrer ses parties génitales devant tout le marché de Rome. C'est cette image qu'on voit ici avec la robe relevée sur le pénis de Madame Marguerite. J'ai mis ici le texte, mais que je n'ai pas le temps de vous lire maintenant, sur lequel je pourrais revenir par la suite. Je vous dis qu'un des prolongements aussi, c'est que c'est vraiment très loin d'être un travail personnel, hein, ce travail-là. C'est un travail qu'on fait collectivement avec d'ailleurs une équipe de recherche qui est à Angers, de collègues de l'Université d'Angers, de l'Université du Mans, mais aussi des collègues de la Sorbonne à Paris. On essaye de croiser entre des sources historiques, des sources géographiques, des sources littéraires, des sources iconographiques. Et on va tous se regrouper dans un colloque qui aurait dû se passer là au mois de mars et qu'on a repoussé au mois de novembre pour espérer qu'il se passe en présence, qui s'appelle Archéologie des transidentités, mondes médiévaux, et qui regroupera des spécialistes de l'Orient, de l'Occident, des sources en arabe également, pour essayer d'élargir le spectre sur cette histoire longue des transidentités. Et je voulais conclure en citant cette chercheuse extraordinaire qui, je pense, qui m'a vraiment ouvert les yeux et ouvert des perspectives quand je l'ai rencontrée et que j'étais en train de travailler sur ces histoires-là. C'est Maudieuse Thomas, qui est une chercheuse, une militante, qui travaille aussi sur l'anthropologie des transidentités et qui, dans un article récent qui s'appelle « Qu'est-ce qu'un corps ?», nous dit que la question trans doit s'autonomiser des récits et des discours de réassignation et écrire ses récits et analyses à partir de sa propre épistémologie. À l'instar d'une histoire générale de la sexualité, elle doit historiciser son existence, écrire une histoire générale des genres. Et je vous remercie. Merci beaucoup, Clovis. Merci pour nous avoir présenté tout ce travail dont on voit bien qu'il est sur la brèche de la recherche, de recherche qui souffre en fait, et qu'il est parfaitement novateur et qu'il rejoint des interrogations tout à fait nouvelles, quoi, et pour lesquelles probablement vous n'avez pas toutes les réponses encore, et c'est ça qui est passionnant. Alors, est-ce qu'on peut, si vous souhaitez prendre des questions, vous pouvez prendre la parole, vous pouvez lever la main. Ne vous censurez pas.
On a beaucoup de merci. Alors. J'arrête le partage, hein, mais je peux revenir si vous voulez revoir des documents. Okay. Je réponds à toutes les précisions que vous voulez. Je sais que c'est toujours un tout petit peu long pour formuler des questions, des interrogations. Moi, je vais commencer. C'est la première question, c'est peut-être la plus dure à poser. Et vous nous avez parlé beaucoup dans l'expérience de la transidentité du costume ou du vêtement. Et puis, et donc en vous écoutant, je pensais à la question du corps. Et puis finalement, à la fin, vous avez évoqué plus précisément dans certains cas présenté la question du corps. Et je me demandais si l'expérience corporelle, si la sexualité, si les transformations corporelles étaient quelque chose qui était décrit dans vos sources comme un signe ou un indicateur d'une transition ou d'une évolution vers un autre genre, enfin, de la transidentité, quoi. Est-ce que la question du corps est présente? Oui, alors elle est présente et elle est complexe. Bon, la première chose que je veux dire, vous l'avez compris, c'est qu'on n'a pas de source à la première personne. Personne ne raconte sa vie. Hein. C'est très très rare les sources écrites à la première personne à cette époque-là. Donc on a toujours des sources qui sont au second degré et donc on a toujours des sources qui essayent de démontrer quelque chose. Enfin, la raison pour laquelle on a conservé ces sources, c'est parce que les gens avaient une idée derrière la tête. Et donc il y a deux manières de répondre. Il y a des parcours de transition qu'on peut dire médicale qui existent au Moyen-Âge et dans lequel là, vraiment les opérations corporelles sont décrites très précisément, mais c'est dans le cas de ce qu'on appelle aujourd'hui des personnes intersexes, donc qui étaient appelées hermaphrodites au Moyen-Âge et dont on sait effectivement qu'il y a des opérations de chirurgie qui étaient possibles pour les personnes qui décidaient de donc faire une transition. Et donc, voilà, c'est à partir de traités médicaux qui sont écrits en arabe, qui ont été traduits en latin et donc qui sont pratiqués par des chirurgiens à Florence à partir du XIVe siècle. Et donc là, on a des descriptions très, très précises en fait sur des questions chirurgicales. Mais ça concerne véritablement que des personnes intersexes et des personnes intersexes adultes, consentantes et qui demandent ces opérations. Sinon, il y a pas mal de détails en fait que j'ai pas eu le temps de citer là sur des caractéristiques physiques, notamment la question des poils qui est souvent évoquée. Et donc cette question des poils, elle est comme beaucoup de vies sont d'origine byzantine, beaucoup des sources que j'ai dit ici, eh bien, elle associe systématiquement les personnages dont on parle, là, transmasculines, à des eunuques, parce que les eunuques sont imberbes, tandis qu'à Byzance, la masculinité s'exprime par une pilosité faciale très fournie. C'est un petit peu différent en Occident, où la masculinité n'est pas tout à fait déterminée par la pilosité faciale, et il y a beaucoup de gens qui sont imberbes, tandis que vraiment, à Byzance, si on n'a pas de barbe, véritablement, c'est qu'on est soit une femme, soit un eunuque. Donc on a des détails comme ça qui sont précisés. Et après, juste pour terminer, on a le cas de Jeanne d'Arc, toujours, qui est celui auquel il est intéressant de revenir, parce que là, on a des tas de descriptions. Et donc, Jeanne d'Arc, autant je veux dire, vraiment, Jeanne d'Arc en tout cas, on n'a pas les arguments pour dire que Jeanne d'Arc aurait un parcours trans, mais en tout cas a une fluctuation dans les genres qui est quand même assez complexe. Et Jeanne d'Arc, donc on a une description physique assez précise de sa personne, qui a fait que toujours compliqué de faire des diagnostics un peu médicaux post-mortem, mais que certaines personnes pensent que c'était une personne intersexe, dans le sens effectivement où il n'y avait pas de menstruation. On sait que pas de menstruation, n'a jamais eu. On a des descriptions précises de cela et ça peut aussi s'expliquer par à la fois l'ascèse et une vie athlétique. On a aussi une description de son corps, on a une description de ses seins qui sont beaux, on a tout un tas de détails comme ça dans notamment les confessions de son valet qui raconte en fait, des détails sur sa vie. Peut-être j'arrête de discuter parce que je vois qu'il y a pas mal de questions qui sont arrivées entre-temps.
Tiens, on a plein de questions. Je vais essayer de les reformuler. Alors, on a Noé qui dit: Je remarque que les transmasculinités sont glorifiées à travers les saints, alors que les transféminités sont des nouvelles comiques. Est-ce exhaustif? Est-ce qu'il y a des nouvelles comiques transmasculines? Voilà. Alors, je peux vous donner un exemple, parce que fondamentalement, c'est ça, hein, c'est lié à cette hiérarchie des genres dont je parlais, mais il y a un exemple quand même qui est intéressant, qui est le 10 de Frère Denise de Rudebeuf. Rudebeuf, qui est donc un auteur satirique du XIIIe siècle, qui détestait les ordres mendiants, les franciscains. Et donc, le 10 de Frère Denise, c'est l'histoire d'un méchant franciscain un peu ridicule qui décide d'aller voir une jeune fille et de lui dire est-ce que tu veux devenir une sainte? Et la preuve que c'est un modèle qui est bien connu, c'est qu'il lui dit c'est très simple, coupe-toi les cheveux et viens avec nous parmi et deviens franciscain, deviens un homme franciscain et tu deviendras sainte. Donc ce modèle était connu, mais là il est tourné en ridicule puisque le franciscain profite de la naïveté de la jeune fille et lui explique des choses absolument invraisemblables et on comprend que il en fait son amante et que la jeune fille qui est complètement innocente ne comprend rien. Et donc là, on peut dire qu'il y a il y a une dérision totale qui est faite de cette expérience hagiographique par Rudebeuf. Ok. Et autre question de Mathieu qui fait des statistiques, Mathieu, et qui dit sur 6000 saints recensés, estimés, alors ça, ce sont vos sources, Mathieu, on a 30 cas. Et cela reste donc très marginal. Qu'est-ce qu'on peut en penser? Alors, c'est toute la question de la représentativité qui est pas toujours, enfin, qui est une question compliquée en fait, hein, mais je vous laisse répondre, Clovis. Bien sûr, ça reste quelque chose de tout à fait minoritaire dans l'histoire de la sainteté. Ce qui est intéressant, c'est que c'est minoritaire, euh, mais ça ne l'est peut-être pas autant qu'on a bien voulu le croire, du moins que l'histoire plus moderne du christianisme a voulu le faire croire, puisque c'est plutôt effectivement une partie de la sainteté qui était plus mise en avant au Moyen-Âge qu'elle l'a été à partir de la Contre-Réforme. Et donc en particulier, pour vous donner un autre comme ça chiffre, donc moi je suis spécialiste de la légende dorée, hein. J'ai fait ma thèse sur la légende dorée de Jacques de Voragine. Donc dans la légende dorée, il y a plusieurs versions, mais si on prend le corpus initial, il y a 178 vies. Et sur 178, il y a 4 cas de saintes trans. Euh, donc voilà, ça reste minoritaire, mais ce n'est pas non plus totalement invisible. 4 sur 178, étant donné qu'il y a beaucoup moins de vies de saintes que de vies de saints, et que dans les 178 chapitres, il y a aussi toutes les fêtes de la vie du Christ et de la vie de la Vierge. Donc ça fait un petit peu moins, donc doit avoir à peu près 150 à peu près vies de saints, dont voilà, 4 qui sont des vies trans. Et chaque personnage que vous avez évoqué ne sont pas exposés non plus de la même manière. Là, on parle de Jeanne d'Arc quand même. Donc, si on veut parler de visibilité, là, on est dans un personnage qui est très, 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 très exposé. Alors, autre question, est-ce qu'il y a des cas documentés avant le Moyen-Âge? Vous en avez déjà évoqué quelques-uns, en fait. Oui, alors effectivement, on fait des cas dans l'Antiquité tardive. Après, dans l'Antiquité, il y a pas mal de cas. Voilà, il y a des recherches. Moi, je suis pas spécialiste de ça, donc je connais pas assez bien les sources, mais je sais qu'il y a beaucoup de recherches qui sont en cours, par exemple sur Héliogabale, hein, l'empereur romain, qui voilà, s'habiller avec des vêtements féminins, emprunter un prénom féminin, et voilà, je connais pas très bien tout le dossier, mais voilà, pour dire là pour le coup, on est dans des cas qui sont pas du tout minoritaires, hein, mais qui sont très connus de tout le monde, hein, puisqu'il s'agit d'un empereur. Il y a des dossiers sur Sardanapale, voilà, sur des personnages comme ça, des dirigeants politiques qui là, il faudrait aller regarder les sources. Moi ce que j'ai juste appris là-dessus, c'est que voilà, quand j'ai commencé à travailler là-dessus, on appelait ça les saintes travesties, et on disait que voilà, c'était des
des personnages qui... il y a eu plusieurs versions, hein, mais, qui se déguisaient en hommes à l'époque où il n'y avait pas de monastère féminin, parce que c'était le seul moyen de rentrer dans un monastère. Et quand on regarde dans le détail des sources, on s'aperçoit que c'est un peu plus complexe que ça, et que notamment ce concept de travestissement, pour moi, il n'est pas efficace pour le Moyen-Âge parce que le mot n'existe pas, et que travestissement, ça veut dire il y a le concept de déguisement au Moyen-Âge, et déguisement, ça veut dire qu'on change son apparence par rapport à ce qu'on est à l'intérieur. Et là, toutes ces vies-là, elles fonctionnent justement sur le fait que on leur dit c'est la vérité. C'est la vérité qui est dans ces personnages-là et qui s'exprime en fait par une apparence extérieure. C'est pour ça que tous les concepts de déguisement ou travestissement, ils me semblent pas efficaces pour décrire ces cas-là. En fait, ce que vous nous expliquez, c'est que la première interprétation était peut-être plutôt fonctionnaliste, on pourrait dire, hein, c'est-à-dire, voilà, il y avait une nécessité qui faisait que certaines femmes devaient ou avaient intérêt, entre guillemets, à se déguiser ou à se transformer en homme, et vice-versa, éventuellement, certains hommes pouvaient avoir de temps en temps besoin, de manière fonctionnelle, de se déguiser en femme pour X ou Y raison. Et ce que vous nous expliquez, c'est que votre interprétation, votre épistémologie vous emmène sur d'autres terrains que cette approche fonctionnaliste. C'est pas que la nécessité qui oblige à changer de genre, si je comprends bien. Oui, voilà, c'est ça. Et sachant que la nécessité était un argument théologique, parce que c'est l'argument que donne Thomas d'Aquin. Donc, en fait, il est toujours présent aussi dans les sources pour les justifier. Mais sans doute, comme dans tous ces cas, en fait, sur la mobilité de genre dans les périodes anciennes, on voit effectivement plusieurs arguments qui arrivent côte à côte et dont il faut prendre le soin pour aller regarder véritablement ce que les personnes en disent, hein, et pas exclure totalement le fonctionnalisme, mais pas le donner comme unique phénomène explicatif. Ok. Alors, une autre question de Mathieu. Je trouve intéressant la question des eunuques dans la société comme un sexe à part. Est-ce qu'il y a de la recherche sur ces sujets ou c'est aussi un sujet sur lequel il y a besoin de travaux? Il y a des livres de référence. Je pensais que les eunuques étaient réservés à l'opéra. Alors, non, pour l'opéra, c'est ce qu'on appelle les castrats, qui voilà, ont été créés d'ailleurs pour le service du pape, hein, au départ. Et donc, non, les eunuques, c'est véritablement, il y a des eunuques dans l'Empire byzantin qui sont dans l'administration, qui sont une place assez élevée en fait dans l'administration, puisque c'est ceux qui peuvent être les assistants de l'impératrice et de l'empereur. Et donc, ça peut être une forme d'ascension sociale très forte, puisque être eunuque, c'est aussi la garantie d'avoir un bon emploi dans l'administration impériale. Et il y a aussi des eunuques dans les pays d'islam, et qui là ont une fonction sociale sans doute moins importante, mais je connais moins bien les sources là-dessus. Il y a un livre qui, je crois, est sous presse et va sortir bientôt, de Georges Sidéris, qui est donc la personne qui m'a aussi beaucoup aidée pour travailler sur ces sources-là, qui est maître de conférence à la Sorbonne et qui a écrit un livre, vraiment une somme sur le droit, les questions médicales des eunuques à Byzance au Moyen-Âge. Et il y a plusieurs articles de lui qui ont été publiés et qui sont des bonnes références. Certains sont accessibles en ligne. Donc Sidéris, Sideris. Ok, merci. Et Laurette qui dit que c'était très intéressant, en effet. Et est-ce qu'on peut résumer les choses en disant qu'au Moyen-Âge, on est le genre que l'on performe? Alors, c'est un des modèles explicatifs. Cette question, on dit souvent qu'au Moyen-Âge, l'habit fait le moine, littéralement. Il y a ce qu'on appelle une morale du vêtement qui est beaucoup plus forte en fait que ce que c'est aujourd'hui. Donc oui, la question de performance de genre peut être convoquée. Il me semble simplement que j'essaye toujours moi de pas
trop employé en fait de concepts contemporains uniquement pour décrire les situations médiévales, en montrant qu'elles ont une complexité interne qui montre qu'il faut aller voir très très précisément ce que ça donne, parce que la performance, la théorie de la performance de genre, elle est fondée sur une question de capacité d'agir, mais elle est fondée aussi sur une notion d'efficacité. Alors que ce qui se passe en fait dans les sources que moi j'ai pu étudier, c'est qu'il y a vraiment l'idée d'une adhésion totale entre l'être et le paraître. Et c'est quelque chose qui est de l'ordre moral et théologique, que on est ce que l'on semble être, et on est l'être et le paraître en fait doivent être en adhésion, et s'il y a une transgression dans cette adhésion entre l'être et le paraître, c'est condamnable. Et ça, c'est très difficile de le penser aujourd'hui. Voilà, au Moyen-Âge, il y avait des lois somptuaires qui faisaient qu'on pouvait être condamné parce qu'on portait 15 boutons alors que on avait le droit de porter que 10 boutons, par exemple. Donc, il y avait une morale du costume qui était vraiment très très forte, quoi. Et que dans cette morale du costume si forte, le fait de porter ces vêtements-là, ça a un sens plus fort en fait que ça l'est dans nos sociétés contemporaines. Est-ce qu'on a, je prolonge la question de Laurette, dans les vies de saints ou de saintes que vous avez étudiées, ou de personnages mythologiques, des cas d'aller-retour? Oups, qu'est-ce que j'ai fait? Je pense que non, ça va. Est-ce qu'on a des cas d'aller-retour, et donc pour reprendre l'idée de la performance, performer le genre en allant du féminin vers le masculin, puis du masculin vers le féminin, en fait, d'une certaine manière, avoir une fluidité multiple, en fait, hein, qui ne soit pas une adhésion, comme vous venez de le décrire. Alors, dans les vies de saintes, il y a beaucoup de cas, en fait, comme Eugénie, dans lesquels il y a un moment de la vie qui est féminin, un moment de la vie qui est masculin, et un retour au féminin en fin de vie. Donc ça, c'est un peu le modèle effectivement classique. Mais dans la partie féminine de la vie, il n'y a aucune notion de performance qui est indiquée, en fait, puisque les qualités acquises en fait et démontrées par la performance du masculin, elles suffisent à définir la personne, puisque c'est aussi un cas biblique qui est la mulier fortis, donc la femme courageuse, qui est décrite en termes de masculinité. Donc ce qui est un peu compliqué pour cette période-là, c'est qu'effectivement, il y a des mobilités dans les deux sens, mais il n'y a pas du tout l'idée qu'il y ait une symétrie entre le fait d'aller vers le masculin et le fait d'aller vers le féminin. Comme c'est hautement hiérarchisé, il n'y a pas de parcours symétrique. Ou par exemple, il y a énormément de cas, si vous savez, dans les romans de chevalerie, il y a plein de chevaliers, y compris Lancelot, il s'habille en fille pour aller rejoindre Guenièvre dans certaines versions de Lancelot. Mais à aucun moment on dit que en faisant ça, il a acquis quelconque caractère féminin, par exemple. C'est vraiment pas du tout symétrique avec ce qui se passe chez des chevaliers trans qui ont acquis tout un tas de caractéristiques. Après, voilà, les parcours transféminins, je suis en train de travailler dessus, donc je pense qu'il y a des choses qui sont plus complexes que ce que j'imagine actuellement. Mais voilà, bien, désolé que je vous présente ça. Sur les saintes, j'ai des conclusions qui sont à peu près stables. Sur le reste, c'est quand même des chantiers qui sont encore en train d'être creusés. D'accord. Je ne sais pas si j'ai encore des commentaires. Je me demande si j'ai pas... Ah non, ça va. Alors, Mathieu nous dit, ça me fait penser à quelques exemples mythologiques comme Achille déguisé en fille. Et oui, cette histoire est magnifique de la performance d'Achille. Enfin, vous connaissez sûrement, hein, c'est comme ça que Achille part à la guerre de Troie. Mais là, on est un peu dans un autre monde. Ce qui est intéressant, c'est que là, j'en ai parlé un petit peu avec des spécialistes de l'Antiquité qui montrent que c'est pas du tout considéré de la même façon, parce que Achille est véritablement décrit dans ces textes-là
comme étant vraiment une belle jeune fille. Il est parfaitement en fait reconnaissable. Enfin, il n'est pas reconnaissable parmi ces jeunes filles parce que sa beauté incroyable et sa force font qu'il paraît parfaitement comme une belle jeune fille, et il n'en est pas moins le plus grand guerrier du monde. Donc il n'y a pas du tout d'opposition en fait entre sa stature guerrière, sa force physique et son élégance en tant que jeune fille. Ce qui le dénonce effectivement dans l'histoire d'Achille, c'est le fait qu'il est attiré par les armes alors que les jeunes filles sont attirées par des instruments de musique. Et Héraclès Et sur Bâle. Ouais. Ouais, tu as tous ces exemples qu'on a dans les récits mythologiques grecs sont tout à fait passionnants, mais je pense sont à prendre dans une histoire très très longue hein, des questions de transition de genre, mais avec des choses assez bien différentes en fait de la manière dont ça a évolué dans le contexte chrétien. Après, ce qui est très possible, et peut-être pour venir là-dessus, c'est que dans le monde chrétien des premiers temps en fait du christianisme, qui était un monde c'est Peter Brown qui l'a décrit, celui du renoncement à la chair, de l'immense renoncement à toute forme de sexualité. Il y avait une fluidité de genre qui était très forte en fait, avec une aspiration à rentrer dans un troisième genre et ne plus distinguer en quelque sorte le masculin du féminin. Donc, tous les textes gnostiques, il y en a pas mal en fait qui reviennent là-dessus. Et bien sûr, on connaissait bien les textes de la mythologie à cette époque-là. Et donc, voilà, moi je connais pas assez bien les sources pour dire exactement s'il y a des citations d'exemples mythologiques chez Origène, par exemple, mais voilà, il faudrait aller voir. En tout cas, dans l'Antiquité tardive, il y a très clairement une plasticité du genre qui est beaucoup plus forte que ce qu'elle va devenir à la fin. Et pour finir par l'exemple de Jeanne d'Arc, toujours Jeanne d'Arc, parce qu'en fait, c'est plutôt la fin d'une histoire. Souvent, on dit que c'est le début d'une histoire, mais pour moi, c'est la fin de l'histoire, en fait. C'est le moment où ça marche plus. Oui, c'est ça, c'est la question que j'allais vous poser pour aller à l'autre bout de l'arc chronologique. Qu'est-ce qui se passe en entrant dans la modernité? Euh, est-ce que l'entrée dans la période moderne, c'est une sorte de rigidification, le culte des saints, le culte marial en particulier, qui ne rentre pas dans ce récit-là? Est-ce que par ailleurs, socialement, il y a une plus grande promotion de la conjugalité, un renforcement sur le célibat des prêtres, ou des choses qui, du coup, ne fonctionnent plus comme ça pouvait fonctionner au Moyen Âge? Oui, alors ce qui se passe, alors la question du célibat des prêtres, elle est beaucoup discutée au XIIe siècle, donc c'est le moment où vraiment se séparent les clercs des laïcs. Et donc là, il y a déjà une première scission qui est forte, c'est-à-dire que la mobilité de genre, elle existe très fortement en fait chez les clercs, chez les gens abstinents, qui ne sont pas sexués, chez les gens mariés. En revanche, on va beaucoup contrôler la sexualité, on va beaucoup contrôler la sexualité en termes de genre, puisque la question, ça va être de vérifier qu'il n'y a pas de sexualité illicite. L'exemple, enfin oui, je continue là-dessus. Et donc voilà, il y a vraiment ces deux mondes-là qui sont quand même assez opposés. Et au XVe siècle, effectivement, le modèle hagiographique, il fonctionne moins bien. Jeanne d'Arc, elle a des visions de saintes trans, et elle s'appuie sans doute là-dessus aussi pour justifier son parcours un peu mystique, mais ça ne suffit pas tout à fait. Il y a Sylvie Steinberg qui a fait une étude sur les condamnations pour travestissement dans les archives judiciaires à l'époque moderne, qui montre que on continue quand même. Il y a plusieurs cas en fait qu'elle cite dans ces archives de gens qui disent ah mais j'ai fait comme les saintes de la légende dorée. Donc c'est un argument qu'on continue à mobiliser, mais qui généralement n'est pas tout à fait suffisant pour enlever les condamnations. Donc c'est pas comme si voilà, tout changeait radicalement au XVIe siècle, mais en tout cas la place que peut avoir le modèle hagiographique dans la société fait que ce lieu
de tolérance particulier, il a tendance à être moins efficace et à s'amenuiser. Et puis, il y a un autre critère qui est quand même important, je trouve, pour la longue histoire du masculin et du féminin, c'est la révolution du costume. Parce qu'au XIVe siècle, il y a une révolution du costume qui est le moment où les costumes se genrent. Et avant cette période-là, les gens sont quand même habillés presque pareil, en fait, unisexe. Enfin, on met des ceintures, il y a tout un tas d'accessoires qui font qu'on distingue, mais si vous regardez les miniatures du XIIIe siècle, on a beaucoup de mal en fait, à savoir qui sont les personnages féminins et masculins. La seule différence, c'est la hauteur de la robe. Si on voit la cheville, généralement, c'est des hommes, et si on voit pas la cheville, c'est des femmes. Mais c'est ça, en fait, les différences de costumes. Donc, ça fait qu'on peut ajuster un costume. Si on relève un peu ses robes, on est habillé comme un homme. Si on baisse un peu les robes, on est habillé comme une femme. Et à partir du XIVe siècle, on commence à avoir les vêtements qui moulent le haut du corps et puis les vêtements masculins qui se raccourcissent dramatiquement, quoi, jusqu'à arriver à ce qui va donner notre pantalon, quoi, c'est-à-dire les hautes chausses. Et là, du coup, les costumes sont vraiment différents. Et donc, je crois aussi que cette rigidification des costumes masculins et féminins, elle va aussi avec une rigidification des catégories de genre. Mhm. Et, et est-ce que dans le travail que vous menez actuellement, donc on a bien compris que c'est un travail un peu collectif aussi, qu'il y a un intérêt des historiennes et des historiens pour ces nouvelles questions, est-ce que ça s'inscrit dans... Est-ce qu'il y a une réappropriation récente de cette nouvelle histoire, peut-être par des artistes, peut-être par des stylistes, peut-être par des graphistes? Est-ce que vous savez si cette histoire en train de s'écrire, elle a des échos culturels, on pourrait dire? Eh bien, c'est justement ce sur quoi j'enquête un petit peu actuellement, puisque voilà, j'enseigne aussi dans une école d'art auprès de jeunes artistes. Ce qui est sûr, c'est que il y a une nouvelle scène et une génération d'artistes trans, hein, qui sont des personnes concernées et qui ont beaucoup travaillé sur l'histoire, plutôt l'histoire récente, hein, l'histoire du XXe siècle des transidentités. Et je pense que ça, c'est vraiment une préoccupation qu'on voit venir chez des artistes comme Tourmaline, par exemple, Denis qui a refait un film sur Marsha P. Johnson, sur l'histoire des émeutes de Stonewall, vu d'un point de vue trans, au lieu de les voir d'un point de vue gay. Et donc ça, il y a pas mal de productions quand même artistiques autour de ces questions-là. Et ensuite, il y a, mais ça, je pense que c'est pas encore tout à fait, je suis une jeune génération d'artistes, un intérêt pour cette histoire longue, sans doute pour les mythes, pour le Moyen-Âge. Pour le moment, c'est plutôt du côté des sorcières, des réappropriations de figures de sorcières et de choses comme ça qu'on voit beaucoup de choses, parce que je pense que les cas dont je parle sont pas assez connus non plus pour être diffusés. Mais en tout cas, j'ai l'impression que l'idée que les mouvements d'émancipation, les mouvements militants seraient forcément tournés que vers l'avenir et ne regarderaient pas vers le passé, on n'est plus à ce moment-là, quoi. Et par exemple, les collectifs des archives LGBTQI+, voilà, sont très actifs en ce moment en France. À l'international, il y a vraiment l'actif de créer des archives aussi des mouvements LGBT qui vont pas forcément aussi loin que là où moi je vais pour le moment, mais je pense que c'est ouais, il y a des choses qui sont en cours, mais elles sont sans doute encore à un niveau balbutiant. En tout cas, l'idée d'aller chercher dans l'histoire des ressources pour le présent, finalement. C'est quelque chose Et pour le futur, en fait. Je pense que ce qui change un petit peu, enfin, je dis qu'un d'intérêt, c'est que voilà, si on va penser, enfin, dans une histoire très d'Escola ou Donna Haraway, si on pense qu'on est en train de quitter notre monde de nature et culture en ce moment, comme le font pas mal de penseurs, eh bien, c'est sûr que je pense qu'il y a intérêt à aller voir dans des sociétés qui n'avaient pas cette division nature et culture pour aussi penser à un futur, quoi. Un moment où on n'aurait plus autant, on serait plus autant déterminé par les différences entre sexe et genre, parce que sexe, genre, ça va avec nature-culture, en fait. Et c'est ça qu'il n'y a pas au Moyen-Âge. De la même manière que dans une certaine historiographie des mouvements gays, par exemple, on a vu avec George Chauncey
être battu en brèche cette idée qu'il existerait une modernité qui serait source de progrès exclusivement, mais au contraire aller rechercher ou puiser, on peut aller chercher ou puiser dans le passé des moments qui sont des moments de desserrement des normes qui permettaient à plusieurs formes d'identité sexuelle de coexister. Est-ce que vous inscrivez dans cette tendance-là aussi, cette historiographie de Chauncey, par exemple? Ben, oui, en fait, moi, je suis vraiment c'est peut-être plutôt l'histoire de sexualité à la Halperin ou ce genre de personnes qui m'ont intéressée à cette idée qu'il y a vraiment quelque chose à la fois de non linéaire et puis qu'il faut penser la construction des concepts avec lesquels on travaille en fait et que chaque société elle construit des concepts en termes de sexualité et de genre et moi ce qui m'intéresse véritablement c'est d'aller faire de l'anthropologie du genre, d'aller comprendre comment est-ce qu'on construit, comment est-ce qu'on pense le genre. Et effectivement, il y avait une petite question sur Pierre et Gilles et les iconographies saintes. Ça, c'est sûr. J'ai l'impression que Pierre et Gilles, ils aiment bien les baroques plutôt. C'est souvent ça qui revient chez eux. Mais voilà, il y a le martyre de Sébastien qui revient tout le temps. Et ça, voilà, c'est un cas intéressant aussi donc Sébastien, c'est déjà à la fin du 19e siècle que on commence à en parler. Enfin, c'est au moment où on conceptualise aussi l'homosexualité, que du coup on l'inscrit dans l'histoire et il commence à y avoir des idées que Sébastien serait le saint patron des homosexuels, qui est finalement abouti au 20e siècle. Mais bon, moi je me dis que ça va peut-être arriver. J'en ai discuté aussi avec, voilà, avec des amis militants que il y a plein de moments et il y a plein de bons candidats pour avoir une sainte patronne des trans. Il n'y a pas de raison. Enfin, voilà, il y a aussi dans l'histoire chrétienne des histoires trans et donc il y a aussi des personnes voilà, qui existent dans le sein du christianisme et qui ont besoin aussi de se référer à des ancêtres historiques. Alors, il y a un long commentaire de Garance. Merci beaucoup pour ce sujet passionnant. Une autre chose, je peux apporter une toute petite pierre. Je travaille cette année sur les martyrs chrétiens et il se trouve que Sainte Perpétue est morte en martyr en 203, une vision dans laquelle elle est complètement masculinisée. Elle est nue devant un gladiateur et considérée comme son égal, et son support comme de la force et de la détermination. C'était pour apporter une petite chose vis-à-vis de ce que l'on disait sur l'Antiquité. Merci pour tout. Eh ben, merci, je suis ravie de voir des anciennes étudiantes, en effet. C'est vrai qu'en même temps, merci pour la référence. Je n'ai pas relu la vie de Sainte Perpétue, je vais aller la regarder. Est-ce qu'il y a encore des questions? On s'approche de la fin. Il est 18h17. Oui, non? S'il n'y a pas d'autres questions, il me reste à vous remercier, Clovis, pour ce moment passionnant, en fait, ce grand voyage, mais en fait qui résonne vraiment avec notre présent. Donc c'était très chouette. Je voudrais donc vous remercier une dernière fois et puis remercier aussi à toute l'équipe qui organise ce mois du genre. Je pense à Cédric Pacro notamment, à Justine Ballot qui nous a accompagnés pour rédiger des notices bibliographiques. Je vous renvoie justement vers le site internet du mois du genre qui est plein de ressources. On a essayé d'y ajouter des compléments autour des conférences. Et puis vous avez évidemment le programme pour pouvoir assister aux futures conférences. Alors, merci beaucoup et à très bientôt. Merci et à bientôt pour la suite du programme. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir.